Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode des Leadership Talks by Arcanis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alison van der Planck, CEO de Chaussures Magnet, société dont elle a repris les rênes en 2018, une belle société belge fondée en 1985. Sous son impulsion, Magnet continue sa belle trajectoire avec 30 magasins et plus de 270 collaborateurs, avec une vision claire, conjuguer innovation et tradition, circularité et excellence opérationnelle dans un contexte retail en pleine mutation. Alison, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Comme j'expliquais, Magnet est une entreprise familiale, Oui. avec, si je ne me trompe pas, encore les 3 générations qui sont présentes dans la société d'une manière ou d'une autre. Exactement. Mon grand-père travaille encore un petit peu, mes 2 parents également, et puis mon frère, ma sœur et moi. Donc on est tous les 6 membres du conseil d'administration et on a tous des rôles assez différents, pas tous encore opérationnels, mais quand même. C'est singulier, et justement cette dimension familiale, en quoi ça influence votre culture d'entreprise, votre ADN au sein de Magnet? Je pense que c'est la confiance, l'authenticité. On est chacun, on a tous le droit d'être soi-même. On a vraiment une confiance mutuelle aveugle parce que voilà, tout le monde sait ce qu'il doit faire et donc ça c'est vraiment très confortable et c'est ce qu'on continue à faire aussi avec nos collaborateurs. Donc il y a cette confiance aussi de base et vraiment de prendre chacun comme il est et de faire voilà, confiance dans ses compétences et que chacun puisse amener quelque chose, une pierre à l'édifice. Et vous avez repris les rênes il y a quelques années. Oui. La transition est encore en cours. Comment cette transition, ce changement de génération a-t-il influencé le style managérial, le leadership au sein de votre société? Donc effectivement, la transmission s'est faite déjà il y a quelques années. Mon papa travaille encore occasionnellement. On vient de partir ensemble pour un business trip. Alors le management est vraiment très différent puisque quand mon papa a créé la société avec ma maman et mon grand-père il y a 40 ans, ils partaient de presque rien, même si on est chausseurs dans la famille depuis 5 générations, mais le business en tant que tel était aussi en pleine mutation il y a 40 ans. Et donc lui, mon père, et mes parents sont vraiment experts dans leur domaine, ma maman au niveau des achats et mon père au niveau principalement financier, RH et gestion de manière plus générale. Et moi, quand je suis arrivée il y a 10-12 ans dans l'entreprise et que j'ai repris les rênes il y a 7 ans, j'arrive petite jeune, fraîchement diplômée, pas très sûre de moi, mais surtout pas en ayant une connaissance très affinée de la compta, de la RH, mais une connaissance très généraliste de tout. Donc forcément, ça passe directement d'un micromanagement à vraiment devoir faire plus confiance aux équipes en place et qui sont chacun experts dans leur domaine. Donc, de ce fait-là, c'est déjà très différent et de manière générale, j'ai un management beaucoup plus participatif. Je pense aussi de par ma génération. C'est clairement aussi un gap générationnel entre le style de management. Oui, j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ces changements. Non. Et en même temps, ça s'est fait de manière assez fluide parce que il y avait l'avantage qu'on soit en même temps et que du coup je puisse faire confiance dans les équipes en place et en même temps qu'il y ait toujours la bouée de secours aussi de mes parents derrière si jamais il fallait rentrer justement plus dans quelque chose de plus en détail, etc. Donc ça s'est fait de manière très fluide et le personnel, et comme je disais, c'est générationnel, donc au final le personnel était content aussi de voir cette évolution puisque le rapport au travail a évolué aussi en 40 ans, donc forcément le management aussi, et les équipes étaient contentes de voir un autre style de management aussi. Un vent nouveau. Un vent nouveau, exactement. Et justement, avec ce que vous avez vécu dans cette transition, si vous aviez l'occasion de donner des conseils à une autre entreprise familiale qui s'apprête à transmettre le flambeau, quels conseils vous donneriez? Quels sont les pièges à éviter, les leviers à activer? Ce que je conseillerais, c'est vraiment de bien clarifier dès le début les rôles et responsabilités de tout le monde, que ce soit dans la famille et même au niveau du comité de direction, qu'il n'y ait pas de flou et que vraiment chacun puisse connaître son périmètre d'action et bien comprendre aussi les différences de niveau de gouvernance. Chez nous, effectivement,
Mon papa était actionnaire, administrateur délégué et CEO. Ça a très bien fonctionné et donc il ne fallait pas remettre ça en question. Mais avec l'arrivée de mon frère, ma soeur et moi, il a fallu un peu redessiner cette gouvernance et de redéfinir les rôles et responsabilités de chacun. Donc ça, c'est vraiment une chose que je conseille. Et alors, une petite chose aussi que je conseille, c'est que autant mon papa m'a bien poussé, et je le remercie, à suivre un tas de formations, entre autres sur les repreneurs d'entreprises familiales, sur la gouvernance, comme je le disais. Mais ce que je trouve il manque, c'est parfois aussi de préparer les cédants à céder son entreprise, à prendre le recul nécessaire et à trouver une nouvelle position dans l'entreprise, parce que c'est pas toujours évident pour eux. Oui, je peux imaginer transmettre son bébé voilà. à la génération suivante. Je pense qu'aucun membre de comité de direction d'une entreprise de retail me contredirait si je dis que le retail connaît quand même une période assez compliquée. Vous, dans votre rôle de CEO, comment est-ce que vous parvenez à mobiliser vos équipes dans ce contexte et à faire de ce challenge une opportunité? On a de la chance d'être une entreprise familiale, comme on l'a dit, avec des bases hyper solides et des piliers très forts. Et donc, on a déjà cette assurance et cette pérennité. On existe depuis 40 ans et même 120 ans quand on reprend les magasins de mes aïeux. Et donc, il y a déjà ce socle qui permet d'être serein et on n'est pas du tout... alors forcément, on cherche la performance et l'excellence, mais on ne va pas chercher le dernier centime et les dividendes, tout simplement. Et donc ça permet quand même déjà une stabilité au fil des ans. Ça, c'est déjà quelque chose de rassurant. Et puis, et donc pour le comité de direction, ce qu'on arrive à challenger, c'est de se dire, on existe depuis 40 ans, on a déjà passé plein de crises, on en passera encore d'autres, on n'est pas inquiet pour ça. Et effectivement, on essaye de se diversifier et de se projeter pour l'avenir. Donc, nous, par exemple, on met beaucoup de choses en place pour la circularité. On a acheté une cordonnerie pour pouvoir diversifier aussi ça, pour prolonger la durée de vie des produits. Donc, on a plein de projets un petit peu annexes, tout en continuant à se focaliser sur notre business core, enfin notre core business qui est les magasins de chaussures et les ventes en ligne. Mais donc, on se focalise sur notre cœur de métier et en même temps, on regarde à comment on va évoluer le retail pour la suite et on a cette liberté de pouvoir faire des essais, erreurs, parce qu'on est cette entreprise familiale avec pas la nécessité d'un retour sur investissement direct. Oui. Une trajectoire long terme. Voilà, c'est ça. On voit l'introduction, garder ces fortes valeurs, ouais. Ce modèle traditionnel des magasins auquel vous croyez, oui, absolument, à 100%, tout en mettant l'accent sur la circularité, qui, oui. J'imagine, tient aussi à cœur de vos collaborateurs. Absolument. C'est pas toujours évident pour les collaborateurs justement de passer de ce modèle économique traditionnel à quelque chose de plus circulaire, mais ensemble on avance dans ces réflexions-là et comme je disais, on garde quand même le traditionnel, on continue à se focaliser sur l'expérience client en magasin, où là nos collaborateurs ont tous les talents pour le faire, donc on continue là-dessus et on essaye d'autres choses en parallèle. Ok, super. Alors, vous savez, Arcadis, c'est un cabinet de recrutement, notamment de recrutement de dirigeants. Mm-hmm. Donc, il y a une question que j'aime beaucoup poser quand j'ai la chance de parler avec un CEO ou une CEO. C'est comment faire en sorte, quels sont les facteurs clés selon vous pour faire d'une équipe de direction, d'un comité de direction, une équipe hautement performante? Pour moi, les clés du succès, c'est, je l'ai dit en introduction, la confiance, qui est vraiment une confiance absolue entre les membres du comité de direction, que chacun ait ses rôles et responsabilités clairs, et son niveau d'expertise dans lequel on a confiance, et vraiment alors ce niveau cette complémentarité de genre, de background, d'âge aussi, et donc c'est ça aussi que je trouve important de pouvoir avoir un panel assez varié, mais avec vraiment le niveau d'expertise dans chaque domaine. C'est chez nous notre fonctionnement et qui est performant pour nous. D'apporter que les membres du comité de direction qui ne sont pas familiaux, oui.
apporte alors du coup une expertise pointue dans un domaine, C'est ça. apporte cette complémentarité. Oui. Et un regard, parce que c'est souvent les membres du comité de direction viennent aussi d'entreprises externes, donc d'avoir aussi un regard différent de ce que nous, parce que nous on a toujours connu que notre entreprise, et donc parfois on est biaisé de notre fonctionnement, et donc c'est aussi intéressant d'avoir des vues extérieures. Ah oui, ça apporte la diversité, Oui. une nouvelle approche. C'est ça. Ok, excusez-moi, un grand merci pour cette discussion très intéressante. Avec plaisir. Et on vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode des Leadership Talks by Arkelis.